parle beaucoup de la dialectique du maître et de l'esclave en ce qui concerne le discours du maître dans sa relation avec le discours universitaire. En allemand, chez Hegel, c'est Herrschaft et Knechtschaft. Herrschaft, on est du côté de ce qui revient au Herr, mein Herr, qui est donc le seigneur, qui est quelque chose de l'ordre de la seigneurie, du règne plutôt, oui. Et Knechtschaft, c'est quelque chose qui est du côté du Knecht, c'est-à-dire du serviteur. On est donc dans un rapport de règne et de servitude, qui est celui dans lequel Hegel amène cette question dialectique, qui est donc amenée dans un cadre politique. D'emblée, il place les choses sur un registre politique. Et pourquoi est-ce dialectique? Eh bien parce qu'on a deux termes qui n'existent que par leur relation, et que cette relation même est impossible à dire. Il n'y a pas de position de surplomb qui va permettre de dire la relation de ces deux termes sans parler depuis la position du Herrschaft ou parler depuis la position du Knechtschaft. C'est ce qu'on voit dans le discours du maître. Dans le discours du maître, le S1 signifiant maître, mais au travail le S2, qui est le deuxième signifiant qui apparaît, qui va être l'esclave, le Knecht, qui va produire un savoir-faire. Il est du côté du savoir, du S2, l'esclave. Il a un savoir-faire. Ce savoir-faire va produire un objet petit a qui va venir faire jouir le maître, qui va satisfaire le maître, qui va aussi faire croire au maître qu'il est le maître. Le maître va s'identifier au signifiant qui le représente, parce que l'esclave aura un savoir-faire qui va venir faire consister la place du maître. Autrement dit, maître et esclave, Herr et Knecht, Herrschaft et Knechtschaft sont dans un rapport dialectique. L'un se définit uniquement dans sa relation à l'autre. Et cette relation elle-même est de l'ordre d'une jouissance qu'on ne peut pas dire. On est forcément... il n'y a pas de position tierce qui viendrait dire cette relation. S'il y avait une position tierce, ça voudrait dire qu'il y a qu'il y a un langage pour parler du langage, ce qu'on appelle un métalangage. Ou alors, beaucoup plus pratique encore, qu'on peut infléchir, ordonner, instrumentaliser le langage. C'est tout le projet du discours capitaliste, qui est une structure qu'on détaillera, qui a cette particularité, elle ne fait pas lien social. Donc je reviens à notre histoire de discours universitaire. Maintenant qu'on a très rapidement évoqué la dialectique du maître et de l'esclave, du Herr et du Knecht, c'est-à-dire du régnant et du serviteur, eh bien on voit bien que dans le discours universitaire, le savoir est celui d'un serviteur qui oublie qu'il est au service d'un maître. Puisque le maître, dans le discours universitaire, est sous cette barre en position de vérité, aletheia, voilé, oublié. C'est pourtant ce maître oublié, c'est-à-dire refoulé, qui, depuis cette position de vérité, structure l'entièreté du discours universitaire. Dans ce discours, le savoir est donc un savoir
un savoir, voilà, c'est ça, c'est un savoir au service de. Voilà, il faudra donner des exemples de tout ça, parce qu'on se laisse un peu prendre aussi, c'est un autre piège de, de qui parle d'une pratique. La théorie, elle se réinvente à chaque fois qu'on la parle, hein, puisque l'expérience analytique nous a engagés dans un chemin qui est celui de la redécouverte permanente de notre propre parole et de l'acceptation des lois par lesquelles notre propre parole est gouvernée. Alors commençons par ça, par exemple, le savoir est du côté de l'éprouvé. Comment on va illustrer ça? Eh bien, on connaît la chanson, mais on sait la chanter. On connaît la chanson avec toute l'équivoque de l'expression, hein. C'est-à-dire que on connaît les énoncés de cette chanson, on connaît ses enchaînements. D'ailleurs, on pourrait les reconnaître, mais quand il va s'agir de la chanter, là, c'est quelque chose qui va devoir engager notre énonciation, c'est-à-dire une forme de jouissance. Une forme de jouissance qui va avoir des conséquences. On sait nager. Si on sait nager, c'est parce que on a tiré les conséquences, ou des conséquences se sont tirées euh, de la rencontre de différentes qualités sensibles, c'est-à-dire des signifiants, euh, qu'aucun livre, qu'aucun compte-rendu, aussi précis soit-il, n'aurait pu nous apprendre. Vous pouvez lire des bouquins d'hydrodynamique ou voir comment quelqu'un a appris à faire du patin à roulettes en lisant son histoire. C'est pas ça qui vous apprendra à nager ou à faire du patin à roulettes. De la même façon, on sait faire la cuisine alors qu'on ne fait que connaître une recette. Bon, je pense qu'on voit un peu là. En termes de savoir, on peut parler aussi, bien sûr, du savoir inconscient. L'inconscient freudien se distingue de tout ce qu'on a pu dire à propos de l'inconscient sur des milliers d'années, parce que Freud fait de l'inconscient un savoir insu du sujet. D'ailleurs, il ne parle pas d'inconscient, il parle de Unbewusst, l'insu, un savoir qui ne se sait pas, c'est-à-dire un agencement de qualités sensibles qui vont se rencontrer. Et on se rappelle de ce qu'on a dit du signifiant. Les signifiants n'ont pas besoin de nous pour se rencontrer. Ils nous traversent, mais ils n'ont pas besoin de nous pour être différents les uns des autres. Et, euh, et c'est ce qui fait que le savoir inconscient est un savoir insu du sujet. Il y a un sujet de l'inconscient, nous sommes soumis en tant que sujet à notre inconscient, mais il n'y a pas d'inconscient du sujet. C'est un autre, pour le coup, c'est un autre sujet. Je reviens au discours universitaire. Et puisqu'on est en train de parler de psychanalyse et qu'elle est vraiment antagonique, le discours analytique est antagonique au discours universitaire, on vient de voir peut-être pourquoi, ou l'une des raisons pour lesquelles c'est comme ça avec la question du savoir. On pourrait aussi parler du sujet lui-même, et de la façon dont le sujet va pouvoir retrouver euh, le chemin du signifiant maître qui le détermine. Là où dans le discours universitaire, le sujet est évacué et il n'a pas moyen de retrouver les signifiants qui l'ont déterminé. On pourra être polydoctorant en psychanalyse et, et ne pas être traversé par une seule seconde de psychanalyse.
Un autre exemple pour illustrer la structure discours universitaire, je vais prendre l'exemple de la médecine. La médecine qui, jusqu'il y a encore pas longtemps et encore aujourd'hui par certains praticiens, reste un art, c'est-à-dire qu'elle engage une relation et une interprétation. Eh bien, la médecine aujourd'hui est engagée sur la voie du discours universitaire par des protocoles. Deux patients souffrent de la grippe, on va leur donner le même traitement au nom d'un protocole. Beaucoup de signifiants qui vont circuler, là, la prescription, l'ordonnance, et finalement la relation d'un praticien avec un patient, d'un praticien avec un sujet, est complètement évacué. Ce geste est gouverné par un signifiant maître, qui va être celui d'un protocole sanitaire, au hasard, ou encore du profit de certains laboratoires pharmaceutiques. Il y a trois disciplines qui peuvent venir spontanément à l'esprit quand on parle de discours universitaire, d'un savoir déconnecté du signifiant dont il s'origine, d'un savoir qui se pose comme ça en position tierce, en position de surplomb. C'est bien sûr la psychologie, tout comme une certaine sociologie et une certaine philosophie. Regardez de quoi sont parcourus les médias pour voir que ces disciplines sont véritablement du côté de la servitude. De la servitude, c'est-à-dire du service rendu à un pouvoir. Un dernier exemple peut-être avec la psychiatrie et le fameux DSM. Le DSM, c'est un manuel produit par l'industrie américaine. Je dis l'industrie parce qu'il est produit par l'industrie pharmaceutique, naturellement, puisque dans le DSM, il s'agit de quoi? Il s'agit de répertorier, c'est-à-dire de cocher des cases, répertorier ce qui est encore appelé des symptômes, qui sont en fait des signes, hein, et qui vont des signes, on retrouve l'histoire de naissance, etc., hein, et qui, associés les uns aux autres, débouchent sur la prescription de certaines molécules. Il ne s'agit absolument pas de savoir quel est le sujet qui est en face de vous, hein, quelle est la nature de son dire. On va s'occuper de son dit, c'est-à-dire de ses énoncés, mais le réel de son énonciation, par exemple, pour ne parler que de ce réel-là, totalement évacué, on va lui prescrire une molécule. Évidemment, le sujet là-dedans, on n'en entend plus parler, et qu'est-ce qui apparaît en position de vérité, position de signifiant maître, ayant gouverné cette servitude-là érigée au rang de savoir? Eh bien, c'est tout simplement l'intérêt d'un laboratoire ou celui d'une politique sanitaire déterminée qui du coup instrumentalise un savoir pour contraindre et boucher les trous.